Cette semaine, dans Afrique, nous partons au Sénégal où des startups proposent des solutions contre le gaspillage de médicaments. Nous irons ensuite dans les rues de Monrovia avec les hommes sandwich nouvelle génération. Enfin, nous verrons qu'au Rwanda, l'agriculture se diversifie pour s'orienter davantage vers des plantes à haute valeur commerciale. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Au moins 15 personnes ont été tuées dans un quadruple attentat suicide mené par des femmes à Maïdougouri. La principale ville du nord-est du Nigeria est régulièrement visée par Boko Haram. L'université, devenue la cible numéro 1 du groupe djihadiste ces derniers mois, a d'ailleurs décidé d'employer les grands moyens. Elle construit une tranchée de 27 km pour se protéger de ce genre d'attaque. Il était très attendu par ses partisans à Dakar. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade est entré en campagne pour les élections législatives du 30 juillet prochain. Sa dernière apparition sur la scène publique au Sénégal remonte à plus de 2 ans. Nous, on commence notre campagne avec notre élément fétiche, le monument de l'Afrique, le grand maître Abdoulaye Wade. Il arrive, il sera accueilli, certainement par les politiques que nous sommes, mais par un peuple abusé, par une jeunesse désespérée, pour espérer, avec sa venue, pouvoir renouer avec l'espoir. La Somalie est toujours privée d'Internet. Le principal câble optique reliant le pays au reste du monde a été accidentellement coupé le mois dernier par l'ancre d'un navire au large du port de Mogadiscio. Depuis, plus personne ne peut se connecter au web. Les gens qui utilisent le plus Internet sont les journalistes, certains économistes ou encore les chercheurs. Mais tous ces gens n'ont plus de connexion avec leurs employeurs. Les agences de voyage, qui ont des systèmes de réservation en ligne, sont également touchées. On peut donc dire que des millions de dollars ont été perdus à cause de cette coupure Internet. Dans ce camp de réfugiés de Maïdougouri, des centaines de femmes découvrent pour la première fois la contraception. Elles ont fui Boko Haram, ont été victimes de viols ou veulent simplement prendre leur destin en main. J'ai décidé de bénéficier du planning familial quand les travailleurs du centre de santé du camp de Bakassi m'en ont parlé pour la première fois. Ça m'a aidé à planifier ma vie. Mes enfants vont désormais à l'école parce que ce planning familial m'aide à prévoir à l'avance. La fondation Bill et Melinda Gates a promis 375 millions de dollars de plus au cours des 4 prochaines années pour améliorer l'accès des femmes aux contraceptifs. Objectif, compenser l'arrêt des aides américaines aux organisations étrangères qui pratiquent ou fournissent des informations sur l'avortement. Madonna, de retour au Malawi. La pop star américaine est revenue dans le pays où elle a adopté ses 4 enfants pour inaugurer un service pédiatrique. La construction aura pris 2 ans. L'unité pédiatrique compte 3 salles d'opération et 50 lits. Dans ce centre de santé au Sénégal, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les étagères de la pharmacie. Une application en ligne permet de ramener les médicaments superflus et de cumuler des points qui leur permettent ensuite de se procurer les cachets dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de problèmes pour acheter des médicaments. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de les acquérir. Ce projet pilote, appelé Joko Santé, a été créé en 2015 par un entrepreneur sénégalais. Le but, faciliter la collecte des médicaments et lutter contre le gaspillage. L'origine des produits rapportés est aussi contrôlée. Elle nous donne l'ordonnance, on va vérifier est-ce que c'est réellement une ordonnance qu'un médecin ou un infirmier a prescrit cette ordonnance et on vérifie la date de péremption et la conservation de ce médicament. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas de couverture maladie. Certains sont parfois tentés d'acheter des médicaments moins chers mais à l'origine douteuse, qui sont non seulement inefficaces mais parfois aussi très dangereux. En Afrique subsaharienne, les experts estiment qu'un médicament sur 3 est contrefait. Ces faux médicaments-là sont la plupart du temps achetés par les couches les plus vulnérables de la population. C'est ce qui n'ont pas les moyens puisqu'ils sont vendus à des prix, disons, plus faibles. Maintenant, nous, en permettant à ces couches-là d'avoir un meilleur accès aux médicaments, en fait, nous allons certainement aider à lutter contre ces faux médicaments. Joko Santé propose aussi un système de parrainage qui permet aux grandes entreprises d'offrir des points en particulier. Depuis le début de l'année, il a notamment été mis en place dans un hôpital pour enfants près de Dakar.
Figés sur les grandes avenues de Monrovia au Libéria, voici les hommes sandwich nouvelle génération. Excitent les costumes, les messages publicitaires sont peints à même la peau. Ici, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la peinture corporelle fait partie des rites traditionnels. Mais c'est dans les années 90 que la pratique gagne l'espace public, avec les mascottes d'équipes de foot peinturlurées dans les stades. Une tendance qui a largement dépassé le domaine du sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en décembre 2013. J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris ces proportions. L'entreprise de publicité d'Emmanuel emploie 35 personnes. La plupart d'entre eux ont des contrats de statut humaine. Pour les clients, la facture est de $50 pour 5 heures de représentation. Le travail est éprouvant mais permet aux jeunes d'avoir une source de revenus. Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler, etc. Donc il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. La pratique s'est répandue jusque dans les meetings politiques. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le succès du phénomène. Prenez un match de foot dans un stade, le nombre de gens qui sont présents. Il suffit d'avoir 2 ou 3 gars là-bas. Les gens les prennent en photo et les partagent sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà plusieurs dizaines à exercer la profession de statut humaine à Monrovia. Et leur nombre n'est pas près de diminuer. Des entreprises prestigieuses comme DHL, Total ou même l'administration fiscale font désormais appel à leurs services. Nicolas Itimana est un pionnier. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans la production d'huiles essentielles au Rwanda, un choix stratégique. Nous savons quand même que c'est un pays qui ne touche pas sur l'océan. Alors, avoir une culture à haute valeur, c'est plus intéressant parce qu'on peut même mettre 100 kg, 50 kg sur un avion pour Afrique du Sud ou États-Unis. Ça vaut le coup. Depuis, l'entreprise a prospéré et emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Des techniciens, mais aussi des agriculteurs qui sont passés d'une culture vivrière à des plantations de géranium, de patchouli et de citronnelle. La matière première est ensuite distillée dans cet alambic géant. Chaque litre vaut plus de $200. On a fait une distillation de 200 kg et la distillation, ça prend à peu près 4 heures. C'est ça, et on sait qu'après 4 heures, il n'y a plus d'huile dans la biomasse que vous voyez ici. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a. C'est de là où on a tiré seulement les 600 millilitres. Production annuelle, environ 1 tonne. Cette huile essentielle est vendue à l'étranger pour l'industrie de la cosmétique de luxe. À Kigali, le bureau rwandais de certification teste tous les produits destinés à l'export. Miser sur une forte valeur ajoutée, c'est aussi une stratégie nationale. On ne peut pas rivaliser en termes de quantité, mais on peut rivaliser en termes de qualité. On peut même être aussi rentable que ceux qui produisent à grande échelle, mais avec une qualité inférieure. Autre production innovante dans laquelle le Rwanda s'est lancé, le pyrètre, un insecticide naturel transformé sur place. De quoi compenser le manque de terre dans un pays déjà surpeuplé. Le championnat national de football a repris au Bénin après 2 ans d'interruption à cause d'une crise ouverte au sein de la fédération. Le stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou a accueilli le match d'ouverture, mais tout n'est pas réglé pour autant. Les dissensions existent toujours et une solide équipe nationale reste à construire. Dans notre prochaine édition, nous irons au Kenya. Le pays est appelé aux urnes le 8 août prochain et comme à chaque élection, les violences ethniques refont surface. À la semaine prochaine.